paragraphe 3 sur les directives territoriales d'aménagement et de développement durable, les DTA-DD et DTA, ainsi que les normes ayant le même effet, le SDRIF et le SAR. Les directives territoriales d'aménagement et de développement durable, les DTA et DTA-DD, et les normes ayant le même effet, c'est-à-dire le SDRIF et les SAR. Alors, d'abord sur les DTA. Les DTA, directives territoriales d'aménagement, sont un ancien modèle qui a été supprimé pour devenir les DTA-DD et qui a été mis en place avec une valeur particulière qui a servi de modèle à d'autres plans. Ces DTA ont été créés par une loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Cette loi de 1995 avait eu pour vocation de permettre à l'État, un peu plus facilement, d'imposer aux collectivités territoriales un certain nombre de choix d'aménagement, notamment pour les grandes infrastructures. Au fond, c'est un retour sur la décentralisation qu'opère cette loi de 1995 en disant les communes s'opposent un peu trop à des grands projets d'intérêt général et il faut absolument que nous le prenions en compte et que nous donnions les moyens à l'État d'imposer des grands projets aux collectivités territoriales. Ces DTA, 6 avaient été prises et avaient été inclus dans les hiérarchies des normes à un endroit un peu particulier, c'est-à-dire en dessous des lois littorales et montagne, il fallait qu'elles-mêmes respectent les lois littorales et montagne, mais au-dessus des SCOT. On voyait bien que, avant même tout plan local type SCOT et PLU, eh bien, il y avait imposé, on pouvait imposer des grands projets d'aménagement nationaux. Alors, la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, la loi de Grenelle 2 de 2010 a voulu verdir l'ensemble du droit de l'urbanisme et à cet égard a rajouté 2 termes aux directives territoriales d'aménagement en les appelant directives territoriales d'aménagement et de développement durable. Ces DTA-DD avaient un équilibre un peu différent, ont un équilibre un peu différent. Les DTA-DD renforcent le rôle de l'État, renforcent son rôle régulateur, mais dans le même temps viennent diminuer la place dans la hiérarchie de normes de ces DTA devenus ou nouvelles DTA-DD. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus au même endroit dans les hiérarchies de normes, elles ne sont plus au-dessus des SCOT, elles perdent les liens avec les dispositions littorales et montagnes, et elles ne s'imposent plus que par un phénomène indirect que je vais vous décrire. Donc, de manière bizarre, on va renforcer le rôle de l'État, lui donnant moins de force, moins d'outils. Et vous verrez que ça n'a pas du tout marché, puisque les DTA-DD n'ont pas été utilisés depuis 2010. Donc c'est une institution en voie de disparition. Grand A, les DTA et DTA-DD. Grand A, les DTA et DTA-DD. Le contenu des DTA-DD est plus large que les DTA antérieurs. La loi Grenelle 2 a modifié ces dispositions, aujourd'hui aux articles L102 4 à 11 et R102 4 à 11 et R102 2 du Code de l'urbanisme. L102 4 à 11 et R102 2 du Code de l'urbanisme. L'article L102 4 prévoit ce nouveau contenu et sachant que ces nouvelles règles peuvent déterminer les objectifs d'orientation de l'État dans de nombreuses matières. On va ainsi voir l'État pouvoir agir en matière de déplacement, de communication électronique, de développement économique et culturel, de préservation des espèces naturelles, de sites, de paysages, de continuité écologique, de gaz à effet de serre, bref, tout un ensemble d'objectifs environnementaux, un peu économique, communication électronique, mais on voit bien que les transports et puis toutes les continuités écologiques, les performances énergétiques, tout cela est en lien avec le développement durable. Donc on dit l'État doit agir pour le développement durable, on va le mettre dans les DTA en transformant en DTA-DD. Et dans le même temps, on va lui donner une valeur juridique beaucoup plus faible. Voyons cette valeur juridique plus faible. D'abord, les DTA qui ont été approuvés avant le 13 juillet 2010, donc avant, en grosso modo, la période de la loi,
eh bien, les articles L172.1 à 5 précisent qu'elles restent en vigueur et qu'elles continuent à s'appliquer exactement comme avant, avec une obligation pour les SCOT et les PLU de leur être compatibles. Donc, ces documents sont applicables encore aujourd'hui et ça s'applique au PLU quand il n'y a pas de SCOT, au SCOT sinon, bref, s'insère dans les pyramides des normes de l'urbanisme. En revanche, les DTA-DD nouvelles qui ont été prises depuis 2010, c'est-à-dire encore une fois aucune pour l'instant à cause de ça, les DTA-DD n'ont plus d'effet direct à l'égard des documents locaux de planification. Ni les SCOT, ni les PLU, aucun effet, ni les cartes communales non plus. La valeur juridique des DTA-DD est donc optionnelle. En elle-même, elles ne valent rien dans la pyramide des normes, ce qui est quand même bizarre. Une seule petite chose est possible, l'article L102-5 du Code de l'urbanisme prévoit qu'elles peuvent être transformées, qu'elles peuvent être qualifiées de PIG, de projet d'intérêt général, une valeur qui va leur durer 12 ans, on peut les déclarer projet d'intérêt général pour 12 ans. Qu'est-ce que ça fait que d'être projet d'intérêt général? Ça impose non pas la compatibilité au plan d'urbanisme, au SCOT et au PLU, mais simplement la prise en compte. Donc on va avoir des DTA anciennes, auxquelles les SCOT et les PLU doivent être compatibles. Grande force juridique, quand l'État impose de ce type-là, il fait sa DTA et le reste des plans locaux appliquent. Sont obligés d'avoir une compatibilité. Et puis les DTA-DD, qui sont des plans beaucoup plus larges, y compris pour l'environnement, mais qui n'ont aucune valeur, sauf lorsque l'État leur donne la qualité de PIG, projet d'intérêt généraux, auquel cas ils doivent simplement être pris en compte. Et vous vous souvenez que quand je vous ai fait la prise en compte, eh bien, je vous ai dit que la force contraignante de la prise en compte était extrêmement faible, c'est-à-dire que le plan d'en dessous doit regarder le plan, dire qu'il l'a regardé, et puis éventuellement avoir fait, même à la limite, semblant de l'avoir pris en compte. Vous voyez que l'État ne peut plus imposer par ces DTA-DD ce qu'il voulait imposer auparavant en 1995, et encore une fois, elles ont quasiment disparu. Alors, cette valeur des DTA, des anciennes DTA, va être reprise pour d'autres plans. Et c'est peut-être sur ce plan-là que c'est plus intéressant. Grand B, les documents de même valeur que les anciennes DTA. Grand B, les documents de même valeur que les anciennes DTA. Alors, chose amusante, on pourrait presque dire que ces documents de même valeur que les anciennes DTA sont réservés aux îles. Vous allez évidemment avoir comme réflexe de penser à nos DROMCOM et à ces îles d'outre-mer, mais le jeu de mots que je fais, qui n'est pas très très drôle, j'en conviens aisément, le jeu de mots que je fais est que ces plans s'appliquent aussi à l'île de France. L'île de France. Alors, c'est un jeu de mots, mais il faut noter une proximité de ces îles, l'île de France et les îles d'outre-mer. C'est leur certaine forme d'unité géographique. Lorsqu'on pense à l'île de France, on sait très bien que cette région capitale a énormément de spécificités par rapport au reste du territoire national. Spécificité au regard de sa taille, spécificité au regard des institutions qui y sont, spécificité au regard de l'économie qui y est, les sièges des grandes entreprises. Si on regarde bien cette région Île-de-France, eh bien c'est aussi là qu'on va avoir le plus de mouvements de population largement dans tout le territoire national, avec la taille de la ville aidant, eh bien, de nombreux trajets de banlieue à centre-ville. Bref, une nécessité de voir l'Île-de-France comme une unité qui ne peut véritablement se gérer que par des règles un petit peu dérogatoires. Eh bien, c'est le propre de ce schéma directeur de la région Île-de-France, du SDRIF, que de réglementer de manière un peu dérogatoire. Ces plans-là, les schémas d'outre-mer comme le SDRIF, vont avoir une valeur, vont se surajouter au plan existant, et ils vont avoir une valeur supérieure, c'est-à-dire celle qu'avaient les anciennes DTA. Ils vont être en dessous des lois littorales et montagnes, lois littorales et montagnes qui peuvent s'appliquer évidemment dans les DROMCOM et un peu moins, vous en conviendrez, à l'Île-de-France, mais au-dessus des SCOT et des PLU. Alors,
ces plans-là se sont vus reconnaître ces valeurs de DTA, même après que les DTA ont disparu, même après la réforme de la loi Grenelle 2 de 2010, qui les a transformés en DTA-DD. Alors, on a différents arrêts qui vont reconnaître cela. Un arrêt du Conseil d'État du 21 mai 2008, Association d'environnement Atteindville-ma-campagne, Conseil d'État, 21 mai 2008, Association d'environnement Atteindville-ma-campagne, qui rappelle qu'il s'impose dans un rapport de compatibilité au SCOT et au schéma de secteur, mais aussi au PLU lorsqu'il n'y a pas de SCOT. Donc, en 2008, on rappelle cette valeur du SDRIF et des schémas d'aménagement régionaux de l'outre-mer. Ces plans doivent être aussi mis en compatibilité dans un délai de 3 ans quand on modifie le SAR ou le SDRIF. Par ailleurs, les articles L142.4, dernier alinéa, l'article L142.4, dernier alinéa, prévoit que le SDRIF, les SAR et le PADD de la Corse, troisième plan de ce type-là, qui est encore une île, je vous le rappelle, ont valeur de SCOT pour l'ouverture des zones à l'urbanisation, sachant que sans SCOT, eh bien, les autres ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation comme nous le verrons. Alors je vous propose de voir les différents schémas un à un, même un petit peu rapidement. Je vous propose donc de voir dans un petit 1 le schéma directeur de la région Île-de-France ou SDRIF. Alors, la situation de la région Île-de-France est un peu compliquée et a évolué assez récemment avec la loi NOTRe du 7 août 2015. La loi NOTRe, c'est la loi portant nouvelle organisation de la République et qui a renforcé les spécificités de la région capitale. Le SDRIF aujourd'hui est un schéma stratégique, un schéma directeur stratégique pour toute la région Île-de-France et on le retrouve aux articles L123.1 à 23 et R123.1 à 16, ainsi que l'article R104.4. L123.1 à 23, L123.1 à 23, R123.1 à 16 et R104.4. Alors, qu'est-ce qui se passe par cette loi NOTRe? D'une part, la loi NOTRe crée la métropole du Grand Paris. La métropole du Grand Paris ne concerne pas que la ville de Paris elle-même, mais aussi plusieurs départements de la première couronne et des communes, dont la commune de Paris. Puis, l'ensemble de cette métropole du Grand Paris est divisé en 11 EPT, établissements publics territoriaux. Le nom est spécialement mal choisi. Divisé en 11 établissements publics territoriaux, dont Paris Intramuros, qui est un des EPT. Donc on va avoir une métropole créée avec la petite couronne, Paris elle-même qui est un EPT, et cette petite couronne répartie en 11 établissements publics territoriaux. Ces nouvelles institutions portent le droit de l'urbanisme, la planification classique. La métropole du Grand Paris va porter le SCOT, et chacun de ces établissements publics territoriaux, qui concernent plusieurs communes, vont porter des PLUI, des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. On a donc un urbanisme dérogatoire par ces structures, sachant qu'avant, le SDRIF était lui-même la façon de faire dérogatoire la région Île-de-France. Le SDRIF d'ailleurs existe depuis 1965 et s'impose dans un rapport, comme les DTA, dans un rapport de compatibilité au SCOT et, en l'absence de SCOT, au PLU. Pour cela, rien n'a changé. Le SDRIF actuel s'impose au SCOT de la métropole du Grand Paris et au PLUI des 11 établissements publics territoriaux, les 11 EPT. Ce qu'il faut noter, c'est que le SDRIF ne concerne pas que la métropole du Grand Paris. Le SDRIF concerne toute la région Île-de-France, c'est-à-dire y compris des zones qui sont plutôt rurales. Donc le SDRIF va être plus large que le Grand Paris, que la métropole du Grand Paris. Au sein, il y aura la métropole du Grand Paris qui aura un SCOT, en plus des SCOT des autres endroits autour de cette métropole, et chaque établissement public territorial qui aura un PLUI. Effectivement, on le voit, c'est assez dérogatoire. Quel est le contenu de ce SDRIF? Le contenu, encore une fois, c'est un contenu stratégique, assez large. On va le voir déterminé aux articles L123.1 et 2 et R123.1,
du Code de l'urbanisme. Ce contenu, c'est de déterminer la destination générale des différentes parties du territoire, les moyens de protection de l'environnement, la localisation des infrastructures, des grands équipements, et puis essayer de déterminer la localisation préférentielle des extensions urbaines, notamment industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques. Bref, là où la ville va s'étendre. L'article L123.1 fixe d'abord un objectif au schéma. Cet objectif, qu'est-ce que c'est? Maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace, tout en maintenant un rayonnement international de la région. C'est un petit peu difficile de traduire tous ces objectifs. Il signifie qu'on doit éviter de concentrer uniquement la population dans Paris même, et qu'on doit utiliser de l'équilibre autour, et c'est pour ça d'ailleurs que dans les années 70, on avait fait des villes nouvelles, Melun, Cergy-Pontoise par exemple, qui viennent équilibrer et répartir la population un peu plus dans la région, même si au fond cela développe aussi les transports, et on voit que dans toutes ces grandes métropoles équilibrées, on a des RER, et que cela crée un trafic vers la capitale, évidemment. L'alinéa 2 de l'article L123.1 est peut-être un petit peu plus intéressant. Notamment, il impose au SDRIF de préciser les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales et économiques. Concrètement, cela veut plutôt dire que le SDRIF lui-même doit essayer de développer le côté est de la région au détriment du côté ouest qui est déjà très développé. Le côté ouest est plus développé, plus riche, et le côté est est moins développé et plus pauvre. Et cet esprit de l'alinéa 2 de l'article 123.1 est plutôt de dire, eh bien, il faut essayer de rééquilibrer la région vers l'est, ce que les communes de droite essayent évidemment de contrecarrer. Les communes de droite étant plutôt à l'ouest de la ville de Paris. C'est donc un schéma stratégique, comme vous voyez, qui mérite une procédure d'élaboration un petit peu complexe, qui est juste intéressante parce que, vous le verrez en comparant avec au SCOT et au PLU, que la procédure est assez classique au fond. Cette procédure, qu'est-ce qu'on a? On a un document qui est élaboré essentiellement par la région en association, nous dit le texte, avec l'État, article 123.5, en association avec l'État. C'est vrai que ce n'est pas un texte uniquement étatique, il est plutôt originaire de la région. D'accord ? C'est le préfet de région qui discute avec la présidente du conseil régional. Des personnes sont associées, notamment l'État évidemment, les conseils départementaux, les établissements publics territoriaux, c'est 11 EPT, les EPCI qui sont en dehors, les comités de l'agglomération, de communes qui sont dans le reste de la région Île-de-France, et puis le conseil économique, social et environnemental, les chambres consulaires, des choses très classiques. Après cela, et le porter à connaissance du préfet, de la région cette fois-ci, eh bien le conseil régional, on dit arrête le schéma. C'est-à-dire il arrête une première idée et le soumet aux personnes associées. Ces personnes associées vont donner leur avis, qui est automatique dans un silence de 3 mois, on verra que c'est assez récurrent, et puis ce projet va suivre un processus de concertation et une enquête publique. À la fin de cette enquête publique et de cette concertation, il pourra être modifié, puis eh bien, il sera transmis par le préfet de région afin d'être approuvé par un décret en Conseil d'État. Vous voyez que, in fine, ça n'est plus un acte local, puisque pris par décret en Conseil d'État, ça veut dire pris par le Premier ministre, par le Président de la République, mais après un avis conforme du Conseil d'État, c'est l'un des le plus contraignant de tous nos actes administratifs étatiques. Donc, d'origine régionale, monté avec une procédure qui est assez classique de plan d'urbanisme, mais à la fin approuvée par décret en Conseil d'État. Je vous laisse là, nous passerons la prochaine fois au petit dé sur les schémas d'aménagement régionaux de l'outre-mer. A très vite.